Est-ce que les sorcières auraient quelque chose à voir avec la pandémie de COVID-19? On va essayer d'en apprendre un peu plus sur cet univers mystérieux avec Isabelle Simard, Jean Bédard et Stéphanie Pelletier. À une époque pas si lointaine, dès qu'il y avait une pandémie ou une autre problématique qui affectait la communauté, on s'en allait brûler des sorcières. Alors, j'ai des invités avec moi aujourd'hui qui touchent de près ou de loin à la sorcellerie. Je vais te demander en premier lieu, est-ce que tu es responsable de tous les malheurs de l'humanité en ce moment? T'es une sorcière, toi? Malheureusement, non. Les sorcières, c'est pas juste pour les choses mauvaises, c'est pour les bonnes choses aussi. En herboristerie, on a toujours été reconnus comme des sorcières, parce qu'on savait soigner les gens. Mais quand on parle de sorcières, on parle du côté sombre de la magie. C'est ce que je comprends. Pour avoir travaillé sur des ouvrages qui traitent entre autres de sorcellerie, qu'est-ce qu'une sorcière en fait? En fait, dans l'Antiquité, les femmes étaient liées à l'indéterminé, alors que les hommes étaient les déterminants. Pourquoi? Parce qu'elle était capable d'une grande magie, c'est-à-dire d'avoir un enfant. Puis ça paraissait ça comme... On peut pas... L'enfant, il n'est pas déterminé d'avance, il n'est pas décidé d'avance. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de lui. Donc, en fait, les femmes avaient un pouvoir magique, un pouvoir d'indétermination. Elles représentaient l'intelligence, alors que les hommes représentaient la mémoire. Et cette intelligence-là faisait extrêmement peur aux hommes. Et à l'Église. À l'Église, parce qu'on considérait que Dieu était une sorte de mémoire, puis que la création était le reflet, en fait, de la mémoire de Dieu. Et il ne fallait pas qu'il y ait d'incertitude là-dedans. Hein? Il fallait que tout soit déterminé. On a un esprit très scientifique à cette époque-là. OK? C'est-à-dire tout est déterminé, tout est décidé, comme une transmission de la mémoire de Dieu. Mais la femme, non. Non. Et c'est pour ça qu'elle doit toujours être déterminée par un homme, donc sous l'autorité d'un homme qui doit la déterminer. Après, donc, elle va être l'hérétique au Moyen Âge, la sorcière au début de la Renaissance, à cause de ses pouvoirs magiques, qui font extrêmement peur. C'est assez étonnant quand même parce qu'à l'intérieur du culte chrétien, il y a une admiration qui est vouée à la Madone ou à la figure féminine. Mais pourtant, dans certains cas, c'est comme si ça l'avait été reviré sur lui-même, là, carrément atrophié. Là, mais c'est la Vierge qui est l'inverse de la sorcière. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fécondée par un homme, donc elle ne peut pas apporter de l'indétermination dans la semence. OK. Dans quel contexte est-ce que vous avez fait ces recherches-là? Parlez-moi de vos deux ouvrages, s'il vous plaît. Bien, un des ouvrages, on a un procès d'inquisition, puis peut-être pour prendre le langage de... D'abord, le nom du livre, c'est? Bien, Nicolas de Cuse. Je pourrais juste vous dire quel langage on fait. Regardez, ça ici, là, c'est sorti de la démonologie du Moyen Âge. Et donc, quand on trouve une sorcière, on prend la femme suspecte de sorcellerie, on la suspend au milieu d'une chambre, les jambes en croix, écartées. On la garde comme ça, sans manger, sans boire, sans dormir, durant 48 heures. Il faut l'examiner en détail. Elle est nue, là, la femme. Hein? Il faut l'examiner en détail car elle porte les signes du démon sous sa chevelure. C'est pour ça qu'on lui coupe les cheveux, d'ailleurs. Et c'est le dessous des bras et les parties les plus secrètes de son intimité. Hein? Pour la consoler, on attend parce que sans doute que son démon familier va venir sous la forme d'un rat, d'un lézard, d'un serpent, d'un insecte quelconque, et là, on l'attrape et ça devient la preuve du crime. Et ensuite, on la torture jusqu'à temps, évidemment, qu'elle avoue, et ensuite, on la brûle.
Ça s'est fait sur des centaines et des milliers de femmes. Oui. C'est évidemment dégueulasse, hein, on va se le dire. Puis on n'est jamais à l'abri aussi là, de retomber dans certaines lubies comme ça. Donc, c'est très important, je pense, là, de continuer à suivre la science puis à s'informer correctement auprès de justement là, d'autorités qui peuvent nous dire justement que ça n'a pas de bon sens. Mais tu crois que déjà, en nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose de pas net-net. Je sais que c'est cher à ton cœur, cette hérésie-là, justement, c'est comme ironique, là, mais qui s'est emparée de l'humanité puis qui était finalement une charge contre les femmes, si je comprends bien. Mais en fait, j'écoute plein de trucs. Puis ce que j'ai trouvé intéressant d'abord, c'est que tu as dit la sorcière, c'est la figure de celle qui utilise mal la magie ou qui fait de la magie noire. En fait, c'est ce qu'on a voulu nous inculquer, mais c'est pas vrai. La sorcière, c'était pas en fait, c'était des pauvres femmes, OK? Au départ, là, c'était simplement des femmes qui étaient sages-femmes, donc qui accouchaient, mais même des vieilles femmes qui étaient, en fait, seules. C'était beaucoup la vieillesse qui était honnie. Et en fait, c'était l'indépendance qu'on essayait, l'indépendance et l'expérience des femmes qu'on essayait, en fait, d'enrayer. Quand tu as parlé de la Sainte Vierge, c'était vraiment intéressant parce que c'est la figure de la femme pure et contrôlée, la Sainte Vierge. Contrôlée par Dieu, contrôlée par... c'est celle qu'on contrôle. La sorcière, c'est celle qui dépasse. C'est l'échevelée, c'est la hors-norme, c'est celle qui ne dépend pas d'un homme, c'est celle c'est celle qui est maître de sa destinée. Puis de ton côté, justement, tu as exploré cette thématique-là dans tes ouvrages. Parle-nous un peu de la façon dont tu as abordé ça, puis qu'est-ce que ça t'a appris finalement? Dans mon roman, j'ai abordé la figure des femmes qui ont des dons. Okay. J'ai pas nommé que c'était des sorcières. Dagaz, c'est une rune, là. C'est la rune qui est comme un sablier renversé, en fait, là. Donc, c'est le titre de mon roman. Mais tu sais, je te dirais pas que j'ai appris des choses parce que j'ai pas fait de recherche pour écrire Dagaz. Je me suis vraiment fiée à ma famille, en fait. C'est ça, on va se dire les vraies affaires, là. On apprend ça aujourd'hui. Oui, donc, oui. Mesdames et messieurs, la Patrice Michaud des arts littéraires, en fait, avait une famille un peu ésotérique. Patrice Michaud des arts littéraires, ben coudonc. T'es célèbre, faut que t'assumes. On m'a déjà dit Gabriel Leroy trash, mais là, ça, tu vois, j'aime bon, bien aussi. Oui, c'est ça. En fait, moi, je viens d'une famille... on a une aînée, tu sais, dont on sait pas grand-chose, qui semblait-il jouer du tambour, mais c'était pas... était pas originaire des Premières Nations, des premiers peuples, mais qui était vue comme une sorcière, là. Tu sais, je pense qu'elle a vécu à l'île d'Anticosti, entre autres. Et moi, dans ma famille, les femmes sont très connectées, en fait. Tu sais, l'époque du New Age, là, moi, j'ai baigné là-dedans à fond, là, tu sais, les livres blancs avec des couleurs d'aura et des cristaux, là. Tu sais, dans mon univers de jeune fille, c'était vraiment... J'étais entourée par... ma mère avait une série de jeux de tarot, là, tu sais, pas un, là, tu sais, elle en avait 15, là, tu sais, différents, mes tantes, tout ça. Donc, il y avait ce lien-là, tu sais. Il y avait aussi cette capacité de guérir, en fait, par l'imposition des mains. Puis je peux en témoigner. Là. Moi, j'ai des choses j'ai eu des problèmes de santé qui duraient puis que j'avais consulté plein de fois. J'ai jamais réussi à m'en défaire, mais grâce au soutien de mes sorcières, j'ai pu me débarrasser de ces problèmes de santé-là. C'est très intéressant parce que, justement, j'allais te demander, tantôt Jean Bédard parlait des femmes fortes, des femmes seules ou des femmes finalement qui ont du caractère, Est-ce que tu te reconnaissais? Il y avait premièrement une chose, la femme était seule pour une raison, parce que cette femme-là, elle connaissait les poisons, hein? Donc, elle avait souvent assassiné son mari. OK, c'est vrai. Parce qu'elle connaissait, dans le fond, les plantes. Elle connaissait les plantes, les manières de les utiliser, quelle plante était poison, quelle plante aussi pouvait donner une érection à son mari ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'elle était comme dite sorcière aussi, cette vieille femme-là du village qui était seule, que son mari était mort, puis qu'on savait pas trop pourquoi, puis que c'est elle qui était sage-femme, puis qui rentrait dans la chambre de la femme, puis qui ressortait avec un bébé qui était vivant ou pas, tu sais, dans le temps. Puis... Est-ce que toi, tu te reconnais dans une certaine forme de femme plutôt indépendante et plutôt forte?
Oui, vraiment. Tu as des opinions, puis tu Oui. les tiens, puis il y a personne qui va venir te dire quoi faire ou quoi penser. Ouais. Moi, je vous ai entendu parler de tout ça, là, la sorcellerie, tout ça. Moi, j'ai totalement une autre image complètement différente des sorcières. OK. Parce qu'on parle de l'Europe, on parle de tout ça, mais la sorcellerie, c'est depuis le monde des mondes que ça existe dans tous les pays du monde. Puis au Québec, on est au Québec ici, puis il y en avait des sorciers, il y en avait des sorcières, que ce soit même avant, dans le 15e siècle, on peut parler des tribus ou des peuples autochtones qui en avaient, eux, des femmes chamanes, des hommes chamans qui pratiquaient une sorte de sorcellerie aussi, tu sais. Vous savez que quand il y a eu la colonisation au Québec, il y a eu la rencontre d'une société essentiellement misogyne qui se fracasse sur une société qui ne l'est pas. Et ça touche beaucoup cette idée-là de sorcellerie. Les colons qui vont venir ici vont pourchasser énormément les chamans ou les femmes qui ont des moyens de remède, etc., parce qu'on est au plus fort, vous savez, au plus fort des procès de sorcellerie. Ça n'a pas baissé, là, quand la colonisation arrive, là, on est au plus fort de ça. Et ça joue d'autant que beaucoup de béguines sont venus au Québec. Or, les béguines ça fait partie du mouvement, le plus grand mouvement féministe qu'il y a eu en Europe, c'est le mouvement des béguines, qui était au 14e siècle, dont la responsable était Marguerite Porrette, une femme assez extraordinaire. Et c'est un mouvement très puissant. Et c'est ça qui a amené d'ailleurs la chasse aux sorcières. Parce que là, il fallait tuer ce mouvement-là. Et là, on a brûlé vive Marguerite Porrette à Paris en 1310. Et on a noyé tellement de femmes, de béguines, en fait, que le Rhin est resté pollué pendant des années suite au nombre de femmes qu'on a noyées. Et ces femmes-là voulaient bien sortir, voulaient s'évader d'Europe. Ils ont pris le bateau et ils sont venus ici au Québec. Et donc, on a eu des femmes assez extraordinaires dans notre héritage québécois qui s'échappaient de ces procès-là. Je veux pas faire peur à personne, là. Moi, je me considère une sorcière. Il y a rien que j'aime mieux que de m'asseoir autour d'un quartz avec mes chums de filles, là, puis de communiquer. Si j'étais pour lancer un sort, comme un gros sort, là, parce que là, c'est sûr que je lance des sorts constamment, quelque chose qui dépasse mon pouvoir mortel, là, je pense que j'éliminerais l'argent. On en retournerait à le système d'échange. Ça, j'aimais ça. Si je veux de quoi je donne ma caméra, il me donne un sac de foin. Si j'avais besoin d'un sac de foin, mettons, là, j'ai pas besoin de foin, là, je suis pas quelqu'un qui a besoin du foin. L'herboristerie, tout le monde dit que c'est de la sorcellerie, là, pis ça, c'est parce que dans le temps, ils savaient pas, là, mais c'est de la science, OK? Les plantes, ils font des affaires. Je bois du thé, me sens relax. Tu comprends? C'est une potion. Tu peux dire sorcellerie si tu veux, là, mais tant qu'à... Brûle-moi d'abord, OK? J'aime le thé. Chaque fleur, ça a de l'air. Il y a comme un pouvoir spécial. Puis tu peux boire ça, puis ça te donne de l'estime de soi ou du courage. Tu sais, des affaires positives, là. Il y a pas de fleur qui fait comme que tu te sens laide ce jour-là ou t'es dommé, tu sais. Pense pas, tu sais. Mère Nature, elle travaille dans des manières mystérieuses. Ça, c'est la première sorcière, tu sais. Parle-moi de ton quotidien. Là. Tu fais du 9 à 5 en tant que sorcière. Là. Comment ça commence? Sorcière de 3 enfants à la maison, j'ai le balai dans les mains à tous les jours. Non, mais pour de vrai, je sais que tu travailles beaucoup justement sur... avec la nature, mais oui. pour créer des déconcoctions, toutes sortes de trucs. Oui. Parle-nous un peu de ton quotidien, de ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Bien, mon quotidien, moi, j'en fais un rituel à chaque matin parce que je pense que la sorcellerie aussi, c'est beaucoup lié aux lunes. Ça a toujours été, les sorcières ont toujours été associées aux lunes. Donc, on a les fêtes païennes aussi qui sont associées aux lunes, puis les fêtes païennes sont adaptées aux saisons. Donc, moi, en tant que cueilleuse, je dois faire mes rituels de saison. Donc, en ce moment, on est en Mabon, qui est une fête païenne, et puis c'est la saison des récoltes. Donc, moi, je remercie la Mère Terre pour toutes les récoltes que j'ai eues cette année.
J'allume un lampion, je fais brûler de l'encens, j'ai un petit hôtel chez nous où je remercie la terre, je fais des dons à la terre, je replante des plantes ou autre chose. Ça, c'est mon côté un peu plus spirituel avec la nature, mais j'ai beaucoup de personnes, puis en ce temps-ci, en 2021, il y a des gens qui ont vraiment besoin de se rattacher à la terre ou de se rattacher à une sorte de spiritualité, mais pas ésotérique, tu sais, un peu plus grounded. Puis ils viennent vers moi, justement, pour peut-être prendre plus contact avec la nature, puis se faire eux-mêmes leur petite apothicarie, ou que je sais pas comment dire ça, là, mais leur petite médecine traditionnelle de sorcière, ou bien avec un petit rituel seulement avec brûleur d'encens ou quelque chose du genre pour leur sortir de leur quotidien régulier qui est boulot, travail, dodo, les enfants, ça va vite, tu sais. À notre époque, comme à tous les jours, là, oui. Est-ce que tu as l'impression que ce poids-là est sur tes épaules? Est-ce que tu l'as déjà ressenti, que c'était mal vu ou que Ben oui. Ah oui? Ben oui, c'est sûr que quand tu es différent, tu es mal vu. T'sais. Non. Ah, ben, t'es pas d'accord, OK. Ben, ça dépend c'est quoi ta différence. Si t'es une femme qui est autosuffisante, déjà là, il va y avoir des questionnements parce que une sorcière, normalement, c'est pas elle qui va se faire vivre par son mari. Hein? Elle va être en charge de pas mal toutes ses affaires. Elle est capable d'être autonome financièrement, elle est capable d'être autonome avec la nourriture, avec la médecine, avec tout. Donc, moi, tous les jours, je sens des fois des jugements de gens qui sont peut-être mal informés par rapport à ce que je fais. Puis vu que je me mélange pas vraiment à la société de tous les jours parce que mon travail, moi, c'est dans le bois, hein, fait que je m'en vais en campagne, je m'en vais dans les pâturages, dans les champs, je fais de la cueillette, je ramasse des plantes médicinales, des champignons médicinaux. J'ai pas vraiment de contact avec les gens qui ont un roulement là, normal de vie sociale. Là, je suis pas mal plus dans ma petite caverne à moi. Il y a des gens qui se questionnent sur qu'est-ce que je fais quand je rentre à la maison avec le derrière de mon char plein de foin. Puis... C'est clair. Quand on a parlé d'exclusion tantôt, puis tu as dit est-ce qu'il y a un poids à être une sorcière ou une cueilleuse? Il y a encore un poids à être une femme, point. Hein? Puis c'est vraiment encore lié à ce dont on accusait les sorcières, donc la vieillesse. Une femme ne peut pas vieillir en public, elle disparaît, alors qu'un homme, c'est beau, c'est mature, parce qu'une femme qui vieillit représente l'expérience. Hein? Donc, on ne veut pas une femme qui a de l'expérience. On veut les femmes qui refusent d'avoir des enfants, qui décident de rester célibataires. Donc, il y a encore une stigmatisation, vraiment en lien avec ça pourquoi on stigmatisait les femmes à l'époque de la chasse aux sorcières. Il n'y a aucune culture qui est destructrice de l'environnement qui n'est pas aussi misogyne. Parce qu'il faut voir que la nature, elle est considérée, elle, depuis l'Antiquité, comme étant une femme à abattre. Hein? À contrôler. À contrôler. À oui, contrôler. À contrôler. Et puis si on ne la contrôle pas, à l'abattre. Effectivement. Hein? Et c'est pour ça que les sociétés misogynes, comme les sociétés destructrices de l'environnement, c'est les mêmes sociétés. Ce n'est pas deux choses différentes. Là. Mm-hmm. Puis c'est vraiment, en fait, dans ce livre-là, c'est un peu de ça qui est question. Là, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. C'est un livre qui revient sur l'histoire des chasses aux sorcières, mais d'un point de vue de l'avènement du capitalisme, en fait, tu sais, qui dit que, en fait, ces chasses-là sont un peu la base de ce qui a créé le capitalisme, puis que ces valeurs-là ces valeurs-là qu'on promouvait du temps de la chasse aux sorcières, ce sont les mêmes qui sont la base de notre société. Puis c'est drôle, qu'est-ce que tu as dit tantôt, parce que tu as dit, heureusement, aujourd'hui, on a la science. Mais ces hommes-là qui questionnaient ces femmes-là, qui les torturaient, c'était des médecins. C'était la science. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était prendre le contrôle de ce que les femmes connaissaient, donc les béguines, entre autres, leur enlever pour se le réapproprier, ce contrôle-là sur les connaissances sur la vie et la mort, les connaissances sur la naissance, et réduire la femme à... puis là, c'est là qu'on parle d'essentialisme, puis que ça devient tout le temps un peu dangereux, réduire la femme à son rôle de procréatrice et d'amphore, en fait, de lieu où on dépose la semence, mais que nous, on décide de déposer. Et ce n'est pas elle qui a le contrôle sur où elle la prend, sa semence. Donc, il y a vraiment tout ça. Et ce contrôle-là
est parallèle à l'avènement de l'époque où on a voulu dire, bien, la nature, ce n'est plus elle qui a le pouvoir sur nous, c'est nous qui va avoir le pouvoir sur elle et qui allons l'exploiter. Et qui allons avoir le contrôle sur ce qu'elle nous donne. À la maison, vous pensiez avoir un épisode relax sur les sorcières. On n'est pas couché, OK? Maintenant, il y a une récupération aussi, mais là, tu sais, ça date pas d'hier. Dans les années 70, les féministes ont commencé à vraiment se revendiquer des sorcières. Et là, il y a toujours, comme je disais, le danger de tomber dans l'essentialisme parce que la sorcière, il y a un lien toujours avec la nature, avec le corps. Donc, on veut pas non plus réduire la femme à ses fonctions biologiques. Il faut toujours faire attention à ça. Une femme est naturellement comme ci, une femme est naturellement comme ça, s'il vous plaît. Il faut vraiment être prudent avec ça. Mais n'empêche que les femmes ont voulu se réapproprier ce pouvoir-là de dire, ben oui, mais on est indépendante, on est rebelle, on est fâchée et on va vous jeter des sorts ou on va... Donc, il y a plein de femmes qui le reprennent, mais qui le reprennent, oui, dans le sens magique, dans le sens rituel, tout ça, mais aussi dans le sens politique. T'sais, oui, on est des sorcières, bien sûr, parce que c'est beau être une sorcière. C'est être indépendante, c'est vouloir mener sa propre vie, c'est vouloir défendre le vivant. C'est vouloir défendre, prendre soin, parce qu'il y a aussi beaucoup, là, on parle beaucoup du care, là, on dit ce mot-là plus en anglais, là, mais l'idée de prendre soin, qui vient aussi des sorcières, parce que c'était des femmes qui prenaient soin d'eux et qui, à l'inverse, en fait, de la médecine moderne, où un médecin passe, donne un diagnostic et laisse le care aux infirmières, bien là, c'était toute la job qu'elles faisaient, ces femmes-là. Donner le diagnostic, prendre soin, accompagner le malade. Tu sais, il y a comme... donc, si c'est ça, être une sorcière, mais j'en suis une et j'en suis fière. Pourquoi? Qu'est-ce qui te définit comme une sorcière? Pourquoi tu te dirais... Parce que clairement, je pense que tu es une sorcière aussi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est une sorcière? C'est la volonté de ne pas se soumettre. C'est, oui, l'indépendance, le fait que même si ce que tu fais n'est pas comme ce que tout le monde fait, c'est pas grave, tu l'assumes parce que tu penses que c'est ce que tu dois faire. Et la protection du vivant, tu sais. Moi, je pense qu'à la base, c'est le respect et la protection du vivant, puis qui va passer justement par une rébellion ou par un refus de se conformer ou de se soumettre. Là, on a quelque chose en commun, tu sais. Moi, je pense et que... donc, dans ce sens-là, est-ce que Jean Bédard, t'es une sorcière? Oui, dans un sens assez précis, dans le fond. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que au Moyen Âge, justement, l'Église était assez construite, assez solide, assez déterminée, merci. Hein? Et puis, les femmes n'avaient pas une place très forte là-dedans. Et quand tu n'as pas de place dans un monde, tu crées un anti-monde, dans le but de pouvoir changer ce monde-ci. T'sais, quand un monde devient trop fermé, trop déterminé, trop, on dirait aujourd'hui masculin au sens là, culturel du terme, eh bien, on sort de ce monde-là, on est hors du monde. Puis moi, je me sens un peu anti-monde, tu sais, à l'envers du monde qui dépense le plus de gaz possible, saccage la planète à qui mieux. J'essaie d'être en dehors de ça, de faire un autre monde, une espérance d'un autre monde. Et à ce titre-là, oui, je suis une sorcière. Bien, on l'aura appris aujourd'hui. En chacun de nous se cache une petite sorcière bien aimée. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. À bientôt. Les sorcières! Tu es une sorcière à ta façon parce que tu ensorcelles les gens. Oh, c'est dommage poétique, ça. Un peu. J'ose croire que j'ai du fun avec les personnes puis qui sont ensorcelées par ma présence. Mais ce que je vais te parler est un petit peu moins magique que les sorcières des légendes. J'aimerais te parler du bon vieux temps, dans le temps où les domaines de médecine étaient vus comme la sorcellerie. Quand les gens essayaient d'avoir une médecine qui était plus... pas traditionnelle, là, mais essayaient de trouver des façons différentes de guérir les gens. C'était vu un peu comme les sorcières, les personnes, les guérisseuses. Puis moi, j'ai trouvé, en lien avec ça, des fameux remèdes de grand-mère qui sont vraiment weird et que apparemment ils fonctionnent. Mais là, disclaimer, je ne suis pas un médecin. Ne faites pas ça à la maison si vous avez un doute, il n'y a rien de dangereux là-dedans, là, mais je ne suis pas un médecin et ce n'est pas une recommandation officielle. Ceci étant dit, mes remèdes de grand-mère les plus weird qui ont apparemment fonctionné.
si tu as une plaie, c'est un petit bobo, tu peux appliquer de l'argile verte dessus ou du miel et apparemment, ces bactéries vont manger la peau morte puis tout, puis ça va aider à faire guérir la plaie. Oui, bien sûr. Apparemment. Écoute, j'ai pas essayé. J'ai rien essayé de tout ça. On moi, sait, les grands brûlés, là, on leur met du miel Tout sur le tout monde corps. s'est découvert Ben de oui, miel absolument. partout. Absolument. Pour soigner une ampoule, on peut prendre du coton-tige et un coton-tige et le tremper dans du rince-bouche et frotter sur l'ampoule 3 fois par jour. Apparemment, ça va aider à diminuer l'ampleur de l'ampoule. Ça, je l'essayerais. Ah, c'est bizarre, moi, quand j'ai des problèmes d'ampoule, je vais au Rona. Je prends une autre ampoule. C'est bizarre. Oh mon Dieu! Quand on a mauvaise haleine, apparemment, manger du yogourt, ça aiderait à la laine. Les bactéries du yogourt. Yogourt, vin, dans le matin, tout va bien. Ben, c'est ça. Yogourt et du vin en même temps dans C'est les... ça. C'est ça. Pour l'odeur de pied, ça, j'aime beaucoup ça. L'odeur de pied, apparemment, ça aiderait de frotter avec de la vodka. Ben, c'est... Un petit shot, Ouais, un petit peu sur le pied, on s'entend. ta journée a commencé. Qu'est-ce que la vodka tue pas, finalement? Ben, c'est un peu ça. Je pense que la vodka fonctionne pour n'importe quoi. On va commencer à laver mes comptoirs avec. Mot d'oreille. OK, ça, c'est vraiment spécial. Faire chauffer du sel sur le feu, là. Après, versez le sel dans une chaussette que vous attachez à votre oreille pour limiter l'inflammation. Ça, c'est vraiment sorcière, là. Tu prends une chaussette, tu mets du sel dedans, tu l'attaches à l'oreille. Apparemment, le sel a des propriétés qui vont aider à diminuer l'inflammation. C'est sûr. On le suggère à tout le monde. Oui, puis de promenez-vous. partir à la job après avec ta Exact, c'est ça. chaussette à C'était à ça que l'oreille. je pensais le Ouais. matin, aller au travail avec les Avec ta chaussettes. chaussette. Si t'as deux otites, tu prends le deux fun. chaussettes, t'as plus... Tu pues plus juste des pieds, tu pues les oreilles aussi. oui, ça va avec la vodka. Pour une inflammation à l'estomac, celle-là, je vais, c'est celle-là que je dis. Là. Faites-le pas si vous ne sentez pas à l'aise, là, parce que ça implique de manger de quoi. C'est sécher les coquilles d'œufs, les nettoyer, les mettre en poudre dans l'eau. Je pense pas que ce soit un œuf au complet, je pense que c'est juste un petit peu. Là. Apparemment, ça aiderait les inflammations à l'estomac, mais ça, je vous dirais, je le testerai pas, l'affaire de coquilles d'œufs, là, mais apparemment que ça aiderait au gastrite. Un mal de crâne, c'est un mal pas à la tête, mais mal de crâne. Apparemment, puis ça se pourrait que ce soit vrai, de se mettre un crayon dans la bouche sans le mordre. Parce que, à ce qui paraît, quand on a mal à la tête, c'est on a tendance à serrer la mâchoire. Fait que de mettre un crayon dans la bouche, comme ça détendrait la mâchoire puis ça aiderait le mal de crâne. Ouais. Fait Il y a que... des fois où j'aurais peut-être bénéficié d'avoir un crayon dans la bouche. Pour d'autres raisons, Ouais, c'est ça, plutôt ouais. De dire des niaiseries. là. Ouais. Pour une entorse, apparemment que d'enrober dans du chou lavé, effoiré puis mis en pâte, là, puis de mettre ça autour d'une entorse, ça aiderait. Ça pue le yable, mais paraîtrait que ça fonctionne. Ah, bon, j'en prends bonne note. Fait que de mettre du chou là où il y a une petite foulure de cheville. Pour les verrues, ça, c'est mon préféré. OK. Tu creuses un oignon, tu mets du gros sel dedans, puis tu frottes sur les verrues. Fait que tu prends ta moitié d'oignon, tu mets plein de gros sel, puis tu frottes sa verrue. Apparemment, ça va aider à enlever la verrue. Ou, si t'as pas d'oignon puis de gros sel, tu prends l'intérieur d'une peau de banane que tu mets dessus. Tu peux aussi la laisser là durant la nuit. Tu mets ta peau de banane, tu dors là, puis le lendemain, la verrue... C'est sûr. On Parti. rappelle que les condylomes, bien qu'ils fassent partie de la famille des verrues, c'est plus rough, un peu. De se frotter du gros sel, là, c'est plus difficile. C'est moins évident. Mais il y a aussi la chair de figue que tu peux essayer. Puis l'ail, mais ils disent l'ail, mais seulement sur la verrue, car l'ail peut être corrosif. Fait que, tu sais, je me dis peut-être que je ne serai pas l'ail. Puis finalement, si tu fais de l'insomnie, ça peut très bien, mais je pense que c'est juste une bonne vieille recette de tisane, parce que ça dit bouillir 1 litre de l'eau avec de la laitue. Fait que dans le fond, c'est une tisane à la laitue que tu te fais, puis que tu bois entre chaque repas. Fait qu'une bonne tisane de laitue pour t'aider à dormir quand tu fais de l'insomnie. C'est drôle, hein? C'est un bon vin de la Loire, pourtant, quand on fait de l'insomnie. Il me semble ça... Ouais, je sais, mais moi, j'essaierais De l'eau de laitue. de l'eau de laitue. Parfait. Une bonne eau de laitue pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est mes recettes de sorcière, entre guillemets. Merci, je me sens déjà mieux. Ça nous avons entendu. Moi, je pense que je vais l'autre toilette.